Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée pour 1h30 de Bonjour d'Algérie. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi 14 décembre 2019. Alors aujourd'hui, nos rubriques seront parmi nous. Alors l'asthme déjà est une maladie chronique des plus répandues. Plus d'1,5 million Algériens sont atteints de cette maladie. Et ce matin, Wided Agafi reviendra sur cette pathologie, sur ses symptômes et surtout sur sa prise en charge sur le plan médical. Toujours sur le registre santé, bien-être, prévention, Jalil Meraska cette fois-ci, il va parler du régime alimentaire qu'un sportif doit adapter et adopter justement pour rester en forme. Il y a beaucoup d'idées reçues autour des sportifs parce qu'on dit toujours quand on est sportif on peut manger n'importe quoi. Et bah c'est ce que Jalil Meraska viendra nous parler tout à l'heure. L'aloe vera aussi, cette plante aux vertus miraculeuses d'origine d'ailleurs de la Méditerranée, sera le thème qu'abordera 10 artistes qui elle va justement concocter quelques recettes sur notre plateau, des recettes rapides, simples qu'on peut faire chez soi avec des ingrédients que nous avons en cuisine, d'ailleurs pour un usage externe cosmétologique particulièrement. Aussi, Kenza Nchar profite des vacances qui s'annoncent pour très bientôt. Les enfants déjà sortiront en vacances à partir de la semaine prochaine. Et Kenza justement reviendra dans sa rubrique sur les bons plans que proposent les associations durant ces vacances. Aussi, exceptionnellement cette matinée, durant notre émission Bonjour d'Algérie, nous aurons le point information en compagnie de notre collègue Amina Zahouf de l'information qui reviendra sur l'élection du 8e président de l'Algérie, à savoir Abdelmadjid Tebboune, ainsi que la conférence qu'il a tenue hier. Voilà, mais avant cela, le point météo en compagnie de Feria Chir tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Bonjour Feriel. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a été votre week-end? Bah oui. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, je suis sortie très tôt ce matin, il faisait encore noir, j'avais pas le temps d'observer un petit peu la température. Il alors suivre le bulletin maintenant. Oui, en plus nous étions ensemble hier. Exactement. Alors, donc, la mémoire est courte. Hein. Oui, exactement. Hier, nous avons eu un temps venteux. Nous avons eu des vents assez forts comme prévu par Météo Algérie, des vents atteignant parfois les 80 km/h. À l'intérieur, les 70 km/h près des côtes. Au courant de cette journée, Météo Algérie prévoit l'amélioration. En effet, après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil vous accompagnera au courant de cette journée. Il fera beau, avec en prime des températures très agréables. On notera quelques nuages en fin de journée vers les régions de l'Est, beaucoup de brouillard au lever du jour vers l'intérieur ouest. Et le soleil prendra beaucoup de place sur la majeure partie des régions sahariennes. Les températures prévues pour cet après-midi, eh bien, il fera 21 degrés à Annabas, Kikda, Tizi Ouzou, Oran, Tlemcen, 17 pour Elisa Chlef, 20 à Alger, 15 pour Betna, 16 à Djelfa El Beyod. Des températures qui repartent à la hausse par endroits. Nous allons gagner quelques degrés, surtout à l'intérieur du pays. Puis sur la partie sud, ça ne bouge pas beaucoup, c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud, avec 30 degrés à Bouj Badi Mkhtar et Ngzam. Ça varie entre 24 et 25 au Sahara central, 24 pour Tamanrasset Janet, 23 Hassim Saoud, 25 à Tindouf et enfin 22 à Béchar. Place ce matin au continent européen. Eh bien aujourd'hui en Europe, le temps sera gris pratiquement partout et les températures, elles seront en baisse, les maximales, surtout vers les régions, surtout sur la partie est. Regardez 5 seulement pour Varsovie, Prague, Copenhague, 6 Budapest, Berlin, 8 à Berne, 10 degrés à Paris, 11 à Bordeaux, 12 degrés à Madrid, 17 pour Lisbonne et enfin 16 degrés à Athènes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h32. Vous avez toujours le site de 33 et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz. Voilà, non, j'ai répondu à votre question. Oui, voilà. amplement. Donc voilà, ce sera le soleil qui l'emportera généreusement aujourd'hui. Merci. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Merci Friel, ça changera quand même d'hier. Voilà, Ça va changer quand même de la journée d'hier. Merci beaucoup Friel. On vous retrouvera tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Tout à fait, à tout à l'heure. Merci bonne journée beaucoup. À vous aussi. Bonne journée à vous. Alors, donc avant d'entamer notre programme Bonjour d'Algérie de ce matin, je vous propose cette pause musicale en compagnie de Farid Latrache, Jazair al-Khair. Voilà. جزائر الخير بلاد الأحرار تبقى بخير ولدها رزين ما يسمع للغير وعليها يغير سلمية والقلب حنين اليد في اليد مستقبلنا كبير نعيش خاوة ما تفرقنا عداوة جيش وشعب جزائر الخير بلاد الأحرار تبقى بخير ولدها رزين ما يسمع للغير وعليها يغير سلمية والقلب حنين اليد في اليد مستقبلنا كبير عيشوا خاوة ما تفرقنا عداوة جيش وشعب عديان بلادي طمعوا فيها وربي يسترنا واش فات علينا ما سمحنا فيها موتوا عليها ورانا ليها نحمو ترابها اسمها وبحرها بجيش وشعب داروا الفتنة ما رحموا بلادي داروا الفتنة عديان بلادي طمعوا فيها وربي يسترنا واش فات علينا ما سمحنا فيها موتوا عليها ورانا ليها نحمو ترابها اسمها وبحرها جيش وشعب جزائر الخير بلاد الأحرار تبقى بخير ولدها رزين ما يسمع للغير وعليها يغير سلمية والقلب حنين يد في اليد مستقبلنا كبير نعيشوا خاوة ما تفرقنا عداوة جيش وشعب جزائر الخير بلاد الأحرار تبقى بخير ولدها رزين ما يسمع للغير وعليها يغير سلمية والقلب حنين يد في اليد مستقبلنا كبير عيشوا خاوة ما تفرقنا عداوة جيش وشعب Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors, je rappelle qu'à partir de 10h, nous aurons le point information en compagnie de Amina Zahouf, qui reviendra donc sur l'élection du 8e président de l'Algérie, à savoir donc Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa conférence qu'il a donnée hier, donc à partir du CIC. Mais en ce moment, je suis très bien entourée, et puis le plateau est très joli, et puis ça sent bon. Oui. Et puis, il y a de très belles odeurs. Alors, Widad, bonjour. Bonjour. Alors Widad, vous allez nous parler ce matin d'une maladie qui devient très connue, mais très mal prise en charge par la même occasion, finalement. L'asthme, qui est l'asthme, donc on va en parler dans un petit moment. Jalil, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, très bien, merci. Très bien. Alors Jalil, toujours au service des sportifs? Oui. Toujours. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du régime alimentaire du sportif. De l'assiette du sportif. De l'assiette du sportif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Oui, les sportifs, quand on fait du sport, on peut manger ce qu'on veut et pourtant, ce n'est pas le cas. On va le voir. On va voir, d'accord, on va voir. Dis artiste, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez filer dans nos placards finalement. Exactement, et dans les cuisines. Dans les cuisines de placards. Voilà, alors aujourd'hui vous allez revenir sur une plante aux vertus miraculeuses finalement. Plante millénaire. Sur l'aloe vera, qui était quand même assez méconnue ces derniers temps, plutôt pendant de longues années. Et après, donc... il y a un retour en force. Il y a un retour en force, effectivement. Alors on va revenir sur tout ça. Kenza, bonjour. Bonjour. Alors Kenza, bientôt les vacances? Oui.
Et vous allez profiter de ça justement pour nous donner les bons plans, avec n'est-ce les pas? associations durant les vacances. D'accord, donc on va revenir sur ce que proposent les associations aux vacanciers, donc qui vont être en vacances déjà la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, alors on va commencer par le jingle, mais avant cela, j'allais annoncer juste la rubrique santé, juste après cela. Oui, Dad, alors on le disait, l'asthme est une maladie très connue en Algérie, mais finalement, pas très connue non plus. Alors l'asthme, c'est quoi finalement? En fait, c'est une maladie qui est chronique, c'est une maladie respiratoire qui touche aussi bien l'enfant que l'adulte. Et pour expliquer un petit peu ce qui se passe justement au niveau des branches et au niveau de la respiration, en fait, nous, on respire par le nez et la bouche. Et l'air, il va passer justement au niveau de la trachée qui se retrouve au niveau du cou. Juste en dessous du cou, cette trachée, elle va se diviser en deux branches principales, une branche droite donc pour le poumon droit et une branche gauche pour le poumon gauche. Et ces branches vont encore se diviser pour donner des branches lobaires et ces branches lobaires vont donner des petites branches, ce qu'on appelle les bronchioles. Ces bronchioles, justement, ils nous intéressent parce que au niveau de ces bronchioles, il y a ce qu'on appelle une structure très importante, l'alvéole. Et cette alvéole, c'est comme vous voyez sur les photos, il y a une photo qui doit passer justement sous forme de grappe de raisin. C'est ce qu'on voit? Alors, c'est pas celle-là, c'est l'autre qui est juste derrière. Donc, on a sous forme de grappe de raisin. Et au niveau de ces alvéoles, il y aura les échanges entre le poumon et le sang. Donc, l'oxygène va passer du poumon vers le sang. Il va être véhiculé, oui, c'est celle-là. Donc, va être véhiculé vers tous les organes de l'organisme pour le rapporter de l'oxygène. Donc, si c'est un patient qui a, ou si c'est une personne qui a de l'asthme, il va y avoir, suite à plusieurs facteurs, ce qu'on appelle des facteurs déclenchants, par exemple l'allergie, il y aura une inflammation au niveau des branches. Donc, c'est les branches qui sont intéressées, les branches pulmonaires qui sont intéressées par cette maladie. Cette inflammation, c'est comme l'inflammation de la gencive. Quand on a une inflammation, il y a un enflement. Donc, il va y avoir un enflement au niveau des branches. Il y aura une hyperactivité des branches. Donc, il y aura une hypersécrétion du mucus. Et ce qui va réduire... Sur l'image? Oui, c'est ce qu'on voit sur l'image. Hypersécrétion de mucus avec l'inflammation, donc enflement. La branche va... le diamètre de la branche va se réduire. Donc, il va s'opposer au passage de l'air. Alors, Widad, justement, par rapport à l'asthme, donc généralement, quels sont les symptômes alarmants finalement? Comment peut-on reconnaître que l'enfant ou que l'adulte déjà, donc quels sont ces symptômes qui sont alarmants? Alors, il faut savoir que l'asthme, il évolue par poussée-rémission. Donc, c'est des crises. Cette personne peut faire des crises, plusieurs crises par année, comme elle peut être asymptomatique pendant plusieurs années. Les symptômes de la crise, on peut rapidement les reconnaître parce que c'est une gêne respiratoire. Cette personne elle aura la sensation d'étouffement, elle ne pourra pas respirer correctement et on aura des sifflements. Pourquoi il y a ces sifflements? Eh bien, parce que le diamètre de la branche il sera réduit et quand on siffle, enfin quand on essaye de souffler déjà dans un tuyau qui a un diamètre réduit, on entend des sifflements, c'est la même chose au niveau des branches. Et il faut signaler quelque chose de très important, surtout pour les parents qui ont des enfants qui toussent la nuit à 3h, 4h du matin, une toux chronique sèche et qui ne rentre pas dans l'ordre sous traitement sous les antitussifs qu'on a l'habitude de voir. Et il faut signaler chez ces parents-là qu'il faut penser à prendre son fils ou son enfant chez le pédiatre parce qu'il peut s'agir d'un asthme. Et même quand il y a des enfants qui sont, en général, ils sont hyperactifs, donc ils bougent trop, juste après l'effort, ils ont cette toux, une gêne respiratoire, donc il faut penser à l'asthme chez ces patients-là. Alors, Widad, il y a autre chose aussi, une grande mode qui se dit en ce moment dans le milieu hospitalier, mais dans le milieu aussi des gens, quand les enfants donc, commencent à tousser, des petites bronchites, etc., on parle directement d'une bronchite asthmatiforme. Alors, est-ce que ça existe déjà une bronchite asthmatiforme? Si c'est le cas, qu'est-ce que c'est? Oui, la bronchite asthmatiforme, elle existe. C'est des symptômes, presque les mêmes symptômes. Donc, il y aura un sifflement, une gêne respiratoire, une toux sèche. Mais la différence, c'est que la bronchite asthmatiforme, il y a ce qu'on appelle des crachats, en général jaunâtres, suite à une infection, il y a de la fièvre. Donc, c'est
des symptômes qui ressemblent à l'asthme, mais ce n'est pas de l'asthme. Donc quand on traite et tout, ça rentre dans l'ordre. D'accord, donc c'est une bronchite C'est passager, c'est normal. Donc c'est pas comme l'asthme. L'asthme, il faut un traitement de fond, il faut une hygiène de vie, il faut beaucoup de choses. C'est une maladie chronique, l'asthme. Mais par contre, mais sinon, l'asthme, comme toute maladie, je suppose qu'elle a aussi ses déclencheurs, donc il y a aussi des causes qui causent l'asthme, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc les facteurs déclenchants, c'est surtout l'allergie. Toute forme d'allergie, surtout respiratoire, au pollen, les détergents, les parfums, tout ça peut déclencher une réaction inflammatoire et donner la crise d'asthme. On a le tabac. Donc les personnes qui fument ou qui restent à côté d'une personne qui fume. Les fumeurs passifs. Voilà, le tabagisme actif ou passif, donc les deux formes. Et il y a aussi les infections, en ce moment-là, avec tout le froid qui s'installe. Puis l'humidité aussi. Oui, l'humidité. Il faut dire quand même que nous sommes dans des régions assez humides. Exactement, oui. Tout ce qui est, donc, même à la maison, si la maison n'est pas bien aérée, pas bien ensoleillée, donc la personne, elle peut avoir des crises d'asthme fréquentes et ça peut évoluer vers l'asthme aigu grave. Alors vous parlez d'allergies, et là je suis très curieuse de faire un petit tour de table pour savoir est-ce que nos amis font des allergies, est-ce qu'ils prennent en considération et en charge leurs allergies? Kenza, non? Pas d'allergie? Pas d'allergie. Ah bah Tanit, alhamdoulilah. Jalil, non? Non, pas spécialement. Ça va? Tranquille? Dis, Nous, on est un petit peu exposés, donc oui, on développe quelques allergies, mais qui sont mineures. Qui sont mineurs, qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit qu'ils sont mineurs. C'est pas de la négligence, non? En fait, il y a, selon la forme de l'allergie. Voilà. Donc il y a une allergie qui se développe, enfin qui se manifeste par une gêne respiratoire et tout. Là, il ne faut pas négliger. Après, c'est vrai qu'on a des petites, ce qu'on appelle une hypersensibilité. Voilà. Donc ça, c'est différent. Voilà, en fait c'est moi qui néglige. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, mais apparemment, personne ne néglige. Il n'y a que moi qui néglige les allergies, finalement. Donc, il faudrait que je fasse attention, finalement. Oui, il faut faire très attention. Voilà, très bien. Alors, aussi, l'asthme est là, il s'installe. Comme toute maladie, il a aussi des traitements. Donc, quel est le traitement plutôt qui est préconisé pour l'asthme? Alors, le traitement pour l'asthme, c'est plusieurs volets. Il y a le traitement médicamenteux déjà de la crise. Et par la suite, dès qu'on passe le cap, c'est-à-dire on passe la crise, il y a le traitement de fond pour éviter qu'il y ait d'autres crises. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'hygiène de vie, c'est-à-dire que éviter tout allergène. On fait l'éducation thérapeutique chez ces patients, c'est-à-dire comment il faut agir en cas de crise, qu'il faut garder son calme, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Et ce qu'il faut utiliser en cas de crise d'asthme, c'est le fameux traitement que tout le monde connaît, la ventoline. Donc là, vous faites rappeler quelque chose qui s'est passé pour nous quand on était à l'école. D'ailleurs, ils nous éduquaient, nous, qui n'avions pas l'asthme, à prendre en charge un camarade si jamais il avait l'asthme. Là, vraiment, ça m'avait... là, maintenant que vous parlez de prévention, ça m'est revenu. Finalement, j'étais au collège, je me rappelle, lorsque il y avait un médecin qui était venu, il avait fait tout un cours de prévention. Il nous a dit, même si vous n'êtes pas atteint, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ne pas prendre en considération, bien au contraire, si jamais il y a quelqu'un avec vous, voilà comment il faut agir. Exactement, voilà. Moi je trouve que c'est très... Oui, ah ben voilà. Oui, c'est très très bien si on éduque nos enfants. Même ce qu'il faut savoir, c'est que même dans la rue, on peut avoir une personne qui fait sa crise, comment il faut agir, si elle a sa ventoline sur elle, comment lui faire ses pulvérisations, les bouffées, ce qu'on appelle les bouffées de ventoline. C'est très important d'apprendre ça parce qu'on peut sauver la vie d'une personne. Oui. Donc nous, à l'hôpital déjà, on éduque parce qu'il y a une manière comment on donne de la ventoline. On leur demande de faire 2 bouffées en cas de crise, de garder de l'air à l'intérieur des poumons et de compter jusqu'à 10, donc 1, 2, 3 jusqu'à 10, pour essayer de dilater les branches. En fait, c'est un vasodilatateur. Donc, il sauve la vie. Voilà. Justement, par rapport à la ventoline bidet, il y a aussi quelques idées reçues autour de cette pratique. C'est que les gens pensent que s'ils doivent utiliser la ventoline, ils vont être addicts. Est-ce que c'est vrai? Non, justement, c'est une fausse idée parce que ce traitement, je l'ai bien dit, qu'il peut sauver la vie. Il faut toujours qu'un asthmatique ait sa ventoline sur lui. C'est-à-dire, même il sort dehors, il doit avoir sa ventoline. Et c'est un vasodilatateur, enfin, c'est un bronchodilatateur. Donc, il va dilater la branche. C'est pas un traitement qu'on va devenir accro. Non, pas du tout. Voilà, mais sinon, l'asthme, c'est
comme on l'a dit, c'est une pathologie, c'est une maladie, mieux vaut prévenir que de guérir. Exactement. Y a-t-il des conseils pour Oui. prévenir l'asthme? Aujourd'hui, on parle, c'est comme chez le diabétique, on parle d'équilibre du diabète, on parle d'asthme contrôlé. Donc, on peut contrôler l'asthme, donc en ayant juste une petite hygiène, enfin, ce qu'on appelle des mesures d'hygiène de vie. Il faut toujours prendre son traitement correctement. Donc, il ne faut pas sauter, quand on a un traitement de fond, il ne faut pas sauter les prises et suivre les conseils de son médecin, éviter l'allergène. S'il y a une allergie ou une infection, il faut la traiter. Et il faut le tabac, surtout les parents, il faut arrêter de fumer déjà. Voilà, arrêtez carrément. Voilà, et on si est tranquille. la personne, elle fume, évitez de fumer à côté de vos enfants parce que c'est très nocif. Exactement. Et dans des endroits fermés aussi. Oui, et justement, pour dire par rapport aux enfants, je me suis rappelé d'un truc. Donc, les enfants, ils peuvent guérir de l'asthme, c'est-à-dire à la puberté, ils peuvent ne pas guérir complètement de l'asthme, comme ils peuvent le garder à l'âge adulte. Donc, s'il est bien traité, bien contrôlé, on peut guérir de l'asthme chez les enfants. Chez les enfants. Mais s'il s'installe, si on le garde après l'âge adulte, il est là, il va rester là. C'est une maladie chronique. D'accord, ça a un rapport un peu. J'aurais Oui, bien sûr. une question, la pratique sportive, est-ce qu'elle accentue ou est-ce qu'elle diminue? Alors, pour les asthmatiques, quand ils veulent pratiquer leur sport, il faut prendre la ventoline. Donc, on peut prévenir la crise, par exemple, par 2 bouffées de ventoline. Et nous, on préconise la natation pour déjà élargir la cage thoracique et ça aide à respirer. Voilà, ça fait complètement une éducation respiratoire, finalement, oui. le sport. Est-ce que ça a à voir avec le régime alimentaire? Oui, il faut réduire le poids. Faites-moi une transition. Oui, il faut réduire le poids. Ajouter quelque chose, je me rappelle, j'avais un parent qui avait l'asthme et on m'avait conseillé la graisse de chameau. D'accord. Qui était assez intéressante pour pallier un petit peu à ça. C'est l'un des remèdes Les médecins ne sont pas grand-mère. toujours très d'accord avec les remèdes de Oui, non, grand-mère, mais hein. bien sûr, en premier lieu, mais après, bon, c'est aussi bon, hein, une omelette avec... voilà, pour... Il faut réduire le poids aussi. Oui. Très bien. Alors justement, parler de régime alimentaire. Djalil, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de l'assiette, mais pas de l'asthmatique cette fois-ci, mais du sportif. Justement, je voulais rebondir sur, le point de l'activité physique qui est plutôt recommandée pour des gens asthmatiques. Tout ce qui est bronchodilatateur, pas forcément donc vasodilatateur, est intéressant. Donc notamment le jogging, tout ce qui est activité aérobie d'une manière générale. C'est-à-dire tout ce qui est activité cardiovasculaire ou cardio-pulmonaire qui permet d'augmenter la capacité cardio est intéressante pour des gens qui font... donc la natation, effectivement, mais je ne sais pas exactement pourquoi la natation. On préconise la natation spécialement pour les asthmatiques. Elle avait expliqué par rapport à... C'est pour élargir la cage thoracique, donc justement pour avoir pour respirer mieux. Donc c'est plutôt respiratoire. C'est respiratoire. C'est vraiment toute une éducation respiratoire qui se fait. Rééducation et c'est respiratoire. C'est surtout au niveau pulmonaire que... Ok. Oui, voilà. bon. Mais sinon, on revient à l'assiette sportive. Je disais tout à l'heure, il y a les idées reçues. Alors vous nous dites si c'est vrai ou pas, que le sportif peut manger tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est pas exactement ça. Voilà. On parle de flexibilité en nutrition, c'est vrai. Ça a été. D'ailleurs, je pense que la flexibilité en termes de nutrition, c'est assez récent, puisque toujours on croit que le sportif est rigide dans son rythme alimentaire, est strict dans ses apports. Donc, le sportif ne peut pas se permettre de manger tel ou tel aliment. Donc, finalement, il y a une flexibilité qui peut être justement structurée. Bien sûr, c'est pas une flexibilité, on peut manger ce qu'on veut, mais il faut savoir d'abord que le sportif, c'est un cas exceptionnel. Donc, c'est quand on parle de la femme enceinte, la femme qui allait, le sportif, c'est un cas comme un cas spécifique, donc ou un scénario spécifique. Voilà. En tout cas, c'est pas une personne comme les autres. On parle de population générale, et on parle de population spécifique, notamment les sportifs. Après, qu'est-ce qui fait la spécificité justement des sportifs sur ce plan-là? Sur ce plan-là, ça dépend du niveau d'abord du sportif et de la pratique. Est-ce que c'est un sportif amateur ou professionnel? Donc déjà, c'est à noter. Là, on parle d'un sportif lambda qui fait du sport pour son entretien ou son bien-être. Ou voilà. Et donc, ce qui fait la spécificité, c'est que un sportif se dépense, simplement. Donc, il ne se dépense pas comme une personne normale. Donc, il a une activité physique qu'il fait au quotidien ou quasi quotidiennement. Il se dépense plus? Oui, après ça dépend, parce qu'on parle de l'activité physique sportive et non sportive. Il faut savoir que le quotidien d'une personne
aussi, ça dépend on appelle ça les facteurs d'activité physique, le coefficient d'activité physique. Il faut connaître le quotidien de la personne, c'est-à-dire dans son travail ou est-ce que c'est une personne qui est plus ou moins on parle de sédentarité ou d'une personne active ou qui est modérément active ou pas. Donc on prend en considération l'activité physique journalière de la personne. On peut, et ça peut paraître un peu paradoxal, on peut considérer une personne sédentaire alors qu'elle fait du sport. Ça paraît un petit peu paradoxal, mais c'est le cas. On a vu chez des personnes qui font du sport, pas d'une manière régulière, mais qui font du sport dans une salle encadrée et tout. Mais en réalité, c'est des gens qui sont sédentaires, puisque dans leur journée ou dans leur quotidien, donc c'est des gens qui ne se dépensent pas assez, qui ne marchent pas assez, voilà. Donc, ça dépendra effectivement de l'activité physique journalière aussi. Ça, c'est à noter. D'accord. Alors on dit sédentaire, c'est-à-dire à quel point il faut être stable. Mais en fait, la sédentarité, c'est... il y a la définition de la sédentarité, c'est de... Non, c'est pas de l'inactivité, carrément, c'est être le moins actif. Avec l'avènement maintenant de la technologie, de tout ce qui est fast-food, et maintenant, voilà, donc on reçoit même la nourriture chez soi, donc il y a plusieurs... On se déplace dans la c'est comme on va faire la différence, par exemple, comme quelqu'un qui va travailler dans son bureau toute la journée et quelqu'un qui va aller dans un mouvement associatif toute la journée. Tout à fait, exactement. Qui va aller nettoyer la Casbah. Vous vous rappelez comme ça? C'est ça, donc on peut considérer cette personne-là qui est dans le mouvement, donc on peut considérer cette personne comme active, et qui n'est pas même si elle ne fait pas de sport. Oui. Donc voilà, ça c'est... donc dire sportif pour une personne, ça dépend. Donc, comment on perçoit cette activité physique donc, je dirais qu'il faut considérer les 24 heures, en fait. Bon, mis à part les heures de repos, le sommeil, qui est une phase de récupération, de régénération, donc on est à l'arrêt. Mais il faut prendre en considération donc, toujours le niveau d'activité physique journalière. Pas que... Parce qu'on prend en fait ce qu'on appelle un ratio entre activité physique et non physique de la journée. Donc si une personne fait du sport pendant 30 minutes ou 1 heure par jour dans une salle et elle passe la majorité de la journée donc assise ou devant la télé, ou voilà. Donc c'est difficile de dire que c'est une personne active, on va dire modérément active. Une fois que vous allez pouvoir cerner la personne si elle est sédentaire ou sportive ou active, etc. Donc c'est là où vous allez intervenir sur le plan nutritionniste. Effectivement, donc, oui. Sur le plan nutritionnel. Donc, en fait, ça dépend de l'objectif de la personne déjà. Quand on parle d'un sportif qui... on reste dans le domaine de... Ça pourrait ressembler à ça, une assiette d'un sportif? Oh. Je ne sais pas si une assiette déjà. C'est hyper protéiné ça. Ça c'est plus pour les gens qui... Mais il a les bras oui, mais ça m'étonnerait aussi. Hein. Là, ça dépend, c'est des objectifs un peu poussés. Là, c'est des objectifs généralement de prise de masse. Mais après, la prise de masse musculaire, ça dépend aussi comment on l'aperçoit. Parce qu'on peut faire une prise de masse d'une manière très intelligente et pas manger dans des jerrycans. Voilà, après, ça dépend. Ça, c'est une forme de ce qu'on appelle en anglais un bulking. C'est les gens qui veulent prendre du poids à tous les prix. Et c'est ça justement l'erreur que font beaucoup de personnes. Ils veulent prendre du poids, voilà, se gaver exactement avec tout ce qui peut apporter une calorie malgré la qualité. Et ça, c'est une erreur. Donc, il faut faire d'une manière très intelligente et privilégier la qualité. Donc, c'est très important de maîtriser le côté qualitatif de ce qu'on mange, c'est-à-dire tout ce qui est groupe d'aliments connus, produits laitiers, produits animaliers, donc protéines animales, exactement, c'est les familles d'aliments, tout simplement. Donc et là, ça commence à ressembler un petit peu aux assiettes. Ça commence à ressembler, effectivement, il y a des couleurs, et voilà, donc les végétaux. Oui. Il y a des fibres. Il doit manger, il doit s'alimenter d'une manière équilibrée comme une personne normale. C'est comme ça. Équilibré comme une personne normale. Après, ça dépend de son objectif. Déjà, de 1, il faut toujours connaître l'objectif au départ, puisque c'est pas tout le monde qui s'entraîne pour le même objectif. Et aussi des facteurs, comme on vient de dire, du niveau d'activité physique journalière, du niveau de son niveau de stress, de ses heures de sommeil. Donc, on prend en considération plusieurs facteurs avant de dire même que cette alimentation est adaptée à tel type de... Ça dépend. Donc finalement, si je comprends bien, les assiettes des différents sportifs ne se ressemblent pas. Non. Voilà. Non. En fait, il y a l'assiette du sportif et du sportif. Donc ça dépend vraiment de l'objectif de la personne. Et c'est pour ça qu'on prend en considération et on fait du coaching individuel. Donc ça reste toujours du cas par cas. Et on ne peut pas dire que cette assiette est standard. Après, bien sûr, on peut parler d'une manière générale.
pour la population générale qu'une assiette de sportif, elle ressemble généralement voilà, donc une assiette comprend plusieurs groupes d'aliments, notamment donc ce qu'on appelle les glucides, c'est tout ce qui est sucre complexe d'une manière générale, c'est-à-dire les pâtes, le riz, tout ce qui est pain, tout ce qui est voilà, farineux ou pâteux. Donc ça c'est le... Brun ou blanc? Brun ou blanc, là, c'est pas très significatif finalement parce que chez les sportifs, ça reste des sucres lents. La différence, elle n'est pas colossale entre le riz blanc ou le riz brun. C'est vrai qu'on dit qu'on privilégie plutôt le riz brun ou complet par rapport au riz blanc, par rapport au fameux indice glycémique. Mais chez un sportif qui se porte bien, qui n'a pas de problème de diabète ou de sensibilité à l'insuline, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Donc, et puis, il faut voir aussi l'aspect budgétaire aussi. Voilà. Donc, il faut dire que c'est ça aussi à prendre en considération. Et des objectifs, encore une fois. Donc, les glucides, voilà, c'est ça, c'est la famille des... Mais sinon, il y a aussi les boissons. Alors, on préconise souvent, enfin c'est ce qu'on lit d'ailleurs, que le sportif, qu'il est plutôt conseillé aux sportifs de manger des fruits que de boire des jus de fruits. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben justement, je finis juste avec le reste de l'assiette et on revient rapidement aux boissons pour que ça soit plus voilà, structuré. Donc dans une assiette, c'est les glucides en premier lieu. Si le sportif pense à... Voilà, c'est les glucides, donc tout ce qui... je ne sais pas ce qu'ils ont... je pense que c'est des pâtes, céréales, tout ce qui est pâtes, céréales et les protéines aussi. Donc les protéines, c'est animal, d'origine animale ou végétale. Animal, c'est tout ce qui est œufs, poissons, tout ce qui est volaille, tout ce qui est viande rouge ou blanche. Voilà, et aussi les protéines végétales d'une manière générale, c'est tout ce qui est légumineuse. C'est les plus intéressantes en termes d'acides aminés, donc les protéines d'origine végétale. Et enfin, les céréales, c'est dans les glucides, et ce qui reste, c'est les légumes, les végétaux d'une manière générale, ou les fruits. Fruits et légumes, on peut les mettre dans la même famille, puisqu'ils apportent les fibres, les vitamines, les minéraux et tout ce qui est oligo-éléments. Voilà, c'est une assiette on va dire une assiette équilibrée de tout le monde. Après, ça dépendra des quantités et des phases, des objectifs. Voilà, donc c'est ajusté selon toujours l'objectif de la personne, ou en l'occurrence le sportif. Et puis pour les boissons, après... privilégier tout ce qui est jus de fruits par rapport au jus de fruits, c'était votre question? Oui, ma question c'était manger des fruits nature mieux que de les prendre en jus, parce que paraît-il quand on presse on perd les fibres. Oui, ça dépend après comment on le fait, est-ce qu'on utilise une centrifugeuse ou là voilà, c'est un autre... Après, bien sûr, c'est le procédé finalement qui... Tout à fait, c'est le procédé. Le fruit encore mieux puisqu'on va prendre tout ce qui est, surtout dans l'écorce, dans ce qui est fibres, minéraux et tout, c'est dans l'écorce qu'on retrouve certains nutriments dans les fruits qu'on peut perdre quand on presse le jus là, le fruit. Et puis après ça dépend, les jus peuvent aider les personnes qui ont du mal à manger ou qui ont du mal à... Voilà, on dit d'ailleurs buvez vos calories, c'est dans ce sens. Voilà. Pour les gens qui ont du mal à manger des quantités colossales, donc il vaut mieux faire des fois ce qu'on appelle des shakes de fruits ou de protéines, pourquoi pas. Donc c'est... Alors vous savez, là, dans cette discussion, je me rappelle encore une fois, toujours à l'école, où on avait plusieurs médecins qui venaient, qui nous parlaient un petit peu de plusieurs maladies. Et une fois, oui, on était bien pris en charge. Je me rappelle, on nous avait fait des ateliers sur le sida. C'était Ahmed Abtoud, c'était à Châteauneuf. C'était un collège finalement. Donc on nous avait fait des ateliers, on nous avait même demandé de faire des exposés sur le sida, sur le cancer, sur le diabète, sur l'asthme, etc. Et le jour donc on avait parlé du diabète, on nous avait dit que la meilleure assiette était celle du diabétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça m'est resté en tête. Je ne cache pas, je n'ai pas pris le conseil en considération. Ça m'est resté en tête. En fait, il a toujours dit, Jalil Meraska, qu'il faut manger avec modération. Voilà. Et une meilleure assiette, c'est la moitié, c'est les légumes. L'autre moitié, on la divise en deux. Donc, une moitié pour les céréales, enfin, un quart, c'est pour les céréales et l'autre quart, c'est pour les protéines. Exactement. Donc, bien s'hydrater, manger modérément. Il l'a dit, donc il faut choisir la qualité et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, oui. On a oublié juste un détail, c'est il ne faut pas oublier les corps gras, donc tout ce qui est, j'ai vu l'huile d'olive, ça m'a heureusement que l'huile d'olive, c'est ça, oui. Et pour l'huile d'olive, quand on parle des oméga 9 qu'on retrouve dans les huiles d'olive, c'est aussi, ça fait partie de l'assiette pour que ça soit optimal en termes de nutrition. Ou un carré de chocolat. Le sel oui, pourquoi pas, en plus de dessert. Voilà. Le carré de chocolat. Le sel et le sucre. Donc là, on vient de parler de l'assiette du sportif, donc ce qu'on doit manger, mais la peau aussi mange.
Mine de rien. Ah oui, Dia. oui, bien c'est sûr. un organe. La peau s'hydrate, les cheveux également. Elle est nourrie. Exactement. Voilà. Alors on va revenir à vous justement pour parler de comment nourrir la peau, cette fois-ci juste après cela. Dia, alors aujourd'hui, vous allez nous faire redécouvrir une plante parce que c'est quand même une plante d'origine méditerranéenne. Et pourtant, elle a été longtemps mise de côté et là, retour vers la nature. Oui, tout à fait. On va parler aujourd'hui de l'aloe vera, qui est aussi connu sous le nom de l'aloe barbadensis, qui est, comme tu le dis, qui a été cultivée donc en Méditerranée, en Afrique du Nord, sur les îles également. C'est une plante quand même millénaire, qui a plusieurs vertus, plusieurs propriétés, qui existe depuis plus de 5000 ans, et qui a été aussi utilisée dans les plus grandes civilisations. Donc, il y a en Égypte, ça commence en Égypte, elle a été développée en Égypte donc par les pharaons, qui eux pensaient que c'était vraiment un don des dieux pour tout ce qui était beauté, santé et longévité. Les Romains également et les Grecs l'utilisent en tant que laxatif. En Afrique également avec les Bédouins et les Touaregs qui l'appellent la lys du désert, qui est utilisée donc pour soigner les blessures, pour la cicatrisation, etc. Donc vraiment c'est une plante qui est très très intéressante. Vous l'utilisez en médecine? Non. C'est une plante médicinale également. En sport? Pas spécialement. Pas spécialement, non. Pas spécialement. Aloe vera, ça me dit des choses, mais bon. À base d'aloe vera. Tout à fait. Donc aujourd'hui, j'ai apporté avec moi une bébé aloe vera. Voilà. C'est une aloe vera, on va voir, la tige, elle est quand même assez fine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait lui laisser le temps de pousser. De bien pousser, oui. Voilà. Donc généralement, pour profiter des bienfaits de l'aloe vera, il va falloir prendre une plante qui a, on va dire, un peu plus de 3 ans. On peut voir quand même la tige ici qui est quand même assez bien gorgée en sève et des propriétés. Donc on voit qu'elle est assez grosse quand même. Oui, assez grosse. Je vais faire une petite découpe rapidement pour vous expliquer ce qu'il en est. Voilà. Donc on la coupe ainsi. Voilà, on va un petit peu l'éplucher. On avait dit qu'elle avait des vertus externes et internes. Donc en parlant des vertus internes, il y a beaucoup de personnes qui la consomment en tant que jus, Jalil. Ah oui, Exactement. J'ai une idée. Donc, mais bon, après, il faudrait faire juste attention parce qu'on l'avait dit, comme c'est un laxatif, donc il faut faire très très attention. On peut également voir déjà la texture qui est un petit peu gélatineuse. Oui. Mais voilà. Donc, je vais extraire. La couleur est très très agréable. Là, de près. Bien sûr. Ouais. Voilà. Si vous permettez, je voudrais bien avoir la petite épluchure que vous avez enlevée. Celle-ci. Voilà. Alors, on peut voir, vous avez vu, la petite sève, voilà. Il faudrait montrer... Tout à fait. On peut voir déjà... Voilà. Et elle peut parfois être utilisée directement sur la peau sans la... Ça, c'est ou les Je cheveux. triche, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Je vais donner un petit peu à mon amie qui est juste à côté Elle de moi. profite toujours, la prochaine fois, je vais venir La prochaine fois, Je suis bien gâtée. On peut également l'utiliser donc voilà, sur la peau de cette manière. Voilà. C'est vrai qu'on voit la texture qui est un petit peu... qui est un tout petit peu... voilà. Et l'appliquer sur la peau, sur le visage, c'est anti-acnéique, C'est vrai que le résultat etc. est instantané. Hein. Tout à fait. Vous l'essayez comme ça? Ouais, merci. Voilà, pour ce qui est donc de la plante elle-même, voilà, je vais vous... C'est très gélatineux, oui, Amel, c'est gélatineux. C'est gélatineux. Et c'est très agréable sur la peau, hein, donc on ne sent pas que ça colle. On peut faire passer l'assiette à nos amis, comme ça ils ne vont pas nous en vouloir, ils vont découvrir tout de même les bienfaits de cette plante. Donc je disais qu'on l'utilisait de manière externe et interne. Elle a des propriétés cicatrisantes, hydratantes, antifongiques également, on va voir pourquoi, antioxydantes, détoxifiantes. Aujourd'hui, on va s'intéresser juste à l'usage de l'aloe vera. Donc, je suis impressionnée par le résultat instantané. Hein. Ah oui, c'est instantané, très vraiment, doux. C'est instantané. Voilà, elle est extraordinaire. En Algérie ? Bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai dû faire un petit peu le tour, mais après on peut la trouver donc du côté de Messonnier. Moi j'ai été auprès de la pépinière de Garden pour avoir quand même ma tige parce qu'avec celle-ci je ne pouvais pas vraiment faire mes petites recettes. Donc voilà, donc plusieurs qualités et propriétés donc pour la peau. Donc on peut guérir les blessures comme je l'avais mentionné. On peut traiter les brûlures avec. On peut embellir la peau. On peut lutter contre les maladies également du cuir chevelu
chevelu, donc on va voir un masque pour ceci. Et j'ai la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi un excellent après-rasage. Voilà. Oui, c'est vrai. Et parce qu'elle dans certains alors produits. tu peux l'utiliser directement justement parce qu'elle a des propriétés, on avait dit, cicatrisantes. Toutes les micro-coupures qu'on peut avoir après un rasage, etc. Donc l'aloe vera va venir ici apporter un petit peu calmer ce feu après le rasage et donner un éclat aussi. Donner un éclat, cicatriser ces micro-coupures et donner. On sent la douceur juste après. Mais sinon, Dia, c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de cosmétologie bio déjà. Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'artisans qui se sont mis à la cosmétologie et ils utilisent beaucoup l'aloe vera dans leur préparation. Très bien. Alors il faut juste faire attention. Il faut lire l'étiquetage. Il faudrait vraiment qu'au début de la description des ingrédients, on trouve l'aloe vera dans les premières mentions. Il ne faut pas que ce soit non plus eau, machin, etc. Et ensuite avoir un petit pourcentage d'aloe vera, sachant quand même que c'est une plante qui contient plus de 80 nutriments, des vitamines, des acides aminés, des éléments. Donc voilà, pour profiter à 100% de cette plante-là, il faut vraiment faire attention que cet ingrédient-là est en premier. Exactement. Une véritable quantité, une quantité importante. Tout à fait. Dans la préparation. Voilà, en parlant de préparation, donc sans plus tarder, donc nous allons enchaîner. Donc on va voir les bienfaits pour la peau. On avait dit que ça avait une propriété hydratante, qu'on pouvait également éliminer les taches brunes qu'on a quand on s'expose au soleil. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est l'acné, les peaux qui ont des problèmes d'acné. Donc c'est préconisé beaucoup plus pour les peaux mixtes à grasses. Voilà, mixtes à grasses, exactement, et surtout acnéiques, parce que c'est très sensible, on ne peut pas vraiment utiliser n'importe quel produit, les points noirs, les boutons également. Et voilà, donc aujourd'hui je vais partager avec vous une petite recette. Je vais demander main forte, elle me récupère mes cuillères, voilà, qui me sont à chaque fois non, je plaisante. Excellent. Voilà, donc je vais te faire participer avec moi, docteur. Elle est jalouse, oui, je serais pas voilà, écoute. Parce que la dernière fois, c'était le gommage de chocolat. Cette fois-ci, c'est l'aloe vera. Alors, on aura besoin, donc, on va préparer un petit masque donc, pour les peaux acnéiques. On aura besoin de notre gel d'aloe vera. On aura besoin du lait, qui est un agent donc, mouillant, donc, très hydratant. Lait de vache normal. Lait de vache normal. Ça a été utilisé aussi dans les anciennes civilisations pour éclaircir les peaux. On faisait des bains de lait, etc. Donc on va aujourd'hui utiliser notre lait et également on va utiliser du sucre roux. Voilà, le sucre qui est une source naturelle d'acide glycolique, voilà, qui va venir donc contribuer au renouvellement de la cellule. Voilà. Donc pour ça, on aura besoin de 2 cuillères à soupe donc de gel d'aloe vera. Excellent. Elle est juste écrasée, c'est ça? Oui, tu peux la presser au fait, tu peux extraire donc la pulpe et la presser donc au mixeur et l'utiliser directement. On aura besoin, voilà, d'une demi-cuillère à soupe de lait. Comme ça, parfait. Et une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Et on va mélanger donc notre préparation. Donc c'est vraiment avec des ingrédients qu'on trouve dans le placard de la cuisine. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qui est assez intéressant en fait, même en termes de budget. Même si on est, le choix du sucre a une raison. Tu peux utiliser au fait le sucre blanc également, mais le sucre brun aussi, c'est en termes de ça fait plus esthétique aussi. Ça fait plus esthétique, non, mais bon, tu profites plus aussi des bienfaits. Tu sais que le sucre blanc, il est jusqu'à avoir une consistance. Excellent, parfait. On peut voir ça. Voilà. Widad, on va vous changer votre vocation. Voilà. Et j'applique directement. Kenza, vous voulez pas essayer? Allez, on va faire passer donc comme ça, notre préparation. On va faire passer. Je sais que alors Kenza je badigeonne. Oui. Et puis là, voilà, on peut voir facilement. Voilà, Kenza ne sera pas jalouse aujourd'hui. Merci. Jenny, vous voulez essayer? Le temps de pause, donc on laisse poser 10 minutes donc, sur la peau qui est toujours nettoyée. On rappelle bien qu'on utilise nos masques sur des peaux nettoyées. Merci. Et voilà, et puis après, on rince à l'eau tiède. Widad, cordonnier mal chaussé quand même. Non. Allez-y.
Donc voilà, donc ça apaise, ça éclaircit, ça combat donc l'acné, ce qui est assez intéressant. Donc on va directement appliquer sur la peau du visage. Oui, ça c'est un masque justement que pour combattre plutôt l'acné. Mais sinon tu peux l'appliquer, tu appliques directement la pulpe sur le visage aussi, tu as un effet très adoucissant et sur très le thé ou ici, c'est notre recette ou... C'est notre recette, on va passer au bienfait, au bienfait donc de l'aloe vera, de l'allié d'enfer pour les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il a une propriété, on avait dit, cicatrisante, donc il va également, on peut l'appliquer au niveau des cheveux, sur le cuir chevelu qui peut connaître parfois quelques irritations. Également, on avait dit que c'était un antifongique, donc assez intéressant aussi pour toutes les personnes qui souffrent de pellicule, on en avait parlé la fois passée. Et également, voilà, ça contient donc des minéraux, de la vitamine C et autres, donc ça va nourrir la fibre capillaire et ça agit aussi un petit peu comme un botox parce que c'est assimilé à la kératine, donc ça va vraiment nourrir le cheveu et voilà, et il va être un peu plus hydratant, encore une fois, beaucoup plus élastique. Et encore une fois, on est sûr des ingrédients donc 100% naturels. Et ça va un petit peu également freiner la chute du cheveu parce que en l'appliquant sur le cheveu et en massant, donc on va stimuler la circulation sanguine, donc par conséquent donc booster la repousse du cheveu. Et pour ça, j'ai aussi une autre petite recette que je vais vous préparer. Donc toujours avec mon gel d'aloe vera que j'aurai pressé ou que j'aurai extrait carrément. Voilà, directement. Donc je vais utiliser 4 cuillères à soupe donc d'aloe vera. D'accord. 3 cuillères à soupe, alors je mets aussi mon jaune d'œuf directement, voilà, tout simplement. C'est jaune, hein? Voilà. C'est pour les cheveux. Et tout à fait. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. La régie, comment ils sont en train de vous suivre. Eh ben, j'espère que ces recettes-là, bien sûr, vont être bénéfiques. Certainement. Voilà, pour les femmes ainsi que pour les hommes, de toutes les manières. Hein. Moi, c'était comme ça ce matin, mais sauf que c'est passé à la plaque. Voilà, exactement ça. Voilà, et puis ça sent bon, hein. Tu peux sentir l'huile d'olive. Oui, voilà, on avait dit que c'était vraiment un ingrédient très intéressant. Alors voilà, Dia, ces recettes que vous nous proposez aujourd'hui, est-ce qu'on peut les conserver ou il faut les utiliser sur place? Non, il faut les utiliser sur place. Est-ce qu'il y a moyen de les conserver, par exemple, si on veut, ou vous conseillez quand même de les utiliser? Alors moi, personnellement, je préfère utiliser directement les ingrédients. Pourquoi? Pour éviter l'oxydation. L'oxydation, voilà. Que ce soit pour si on utilise une orange ou autre. Après, on peut toujours conserver la tige d'aloe vera, c'est tout à fait normal. Il fait frais, il fait pas très chaud, soit dans le frigo, soit dans un endroit frais. Et voilà. Mais pour profiter de tout ça, moi, je préfère qu'on utilise directement. Puis ça prend 5 minutes entre nous, donc voilà. J'ai une question. La durée, est-ce qu'on doit se rincer déjà après ce masque? Alors 10 minutes. Alors pour le masque visage, on reste 10 minutes, on se rince donc à l'eau tiède. Par contre, pour celle-ci, donc on va venir l'appliquer sur le cheveu qui a été mouillé, etc. Voilà, vous avez vu la texture, c'est vraiment un masque. Voilà, il n'y a rien à envier au masque qu'on trouve dans les marchés. Je vais faire passer pour apprécier la texture et l'odeur. Donc voilà, donc un temps de pause de 25 minutes. Par contre, ce qui est assez intéressant, il va falloir rincer son cheveu à l'eau, je dirais, froide, pas tiède. Pour éviter de faire cuire le fameux jaune sur les cheveux. Tout de même. La texture, elle est quand même très crémeuse. Voilà. J'ai ma crème pour un masque capillaire que je peux appliquer. Et ça sent très bon. C'est pas vraiment désagréable. C'est pas très désagréable, tu sais. Dia, vous savez ce que j'adore le plus aujourd'hui dans votre préparation? Oui, madame. Ce sont ces bocaux-là. Ces bocaux-là, vous savez, ces bocaux, ils ont une histoire. Ils existent depuis quelques années. Je remercie ma maman. C'est ce que j'allais vous dire. Vous les avez piqués à votre maman? Je les ai piqués à la cuisine. Et puis nous, les femmes, on est mordus de vaisselle, donc automatiquement, voilà. Ils sont très pratiques pour avoir les liquides, etc. Alors merci la maman de Dia de nous avoir permis d'utiliser ces petits bocaux pour la bonne cause. Voilà, je te ferai un masque capillaire et je prendrai soin de la peau. Voilà. Merci beaucoup Dia donc, pour tous ces bons plans donc, pour la préservation de la préservation aussi de la peau et des cheveux. Donc d'autres bons plans en ce moment, mais cette fois-ci dans un autre registre.
dans un autre registre, puisque Kenza, comme je vous disais en début d'émission, donc les vacances c'est pour très bientôt. Alors beaucoup de questions se posent, où est-ce que je vais emmener mes enfants, où est-ce que je vais passer mes vacances, où est-ce que je vais passer mes journées, surtout pour ceux qui ne prennent pas de vacances finalement. Exactement. Donc Kenza va nous donner quelques bons plans pour ces vacances. Kenza, alors le mouvement associatif aussi propose donc des bons plans pour ces vacances. Exactement. Donc on a pour faire transition avec Dia, il y a carrément une formation pour l'extraction des huiles à partir de végétaux. Donc c'est la ferme pédagogique des Zeralda qui organise justement des formations du 19 au 21 décembre, donc où l'inscription est ouverte. Et d'ailleurs la ferme qui nous a habitués à beaucoup de formations justement qui ont un rapport direct avec la nature, donc pour faire des savons, pour faire justement des huiles et des fromages. C'est la grande mode en ce moment, n'est-ce pas? Vraiment, il y a un retour en force vers tout ce qui est bio, tout ce qui est nature, tout ce qui est... Donc aujourd'hui, les femmes, même leur lessive, elles la préparent à la maison finalement. Et c'est efficace en plus. C'est efficace, oui, effectivement. En plus, c'est efficace. Donc justement, une fois que les parents partent sur place, donc c'est des formations qui sont ouvertes pour les enfants et même pour les parents. Et même si l'enfant n'est pas assez intéressé, la ferme, entre-temps, propose des activités en parallèle pour les enfants, de sorte à pouvoir occuper toute la famille. Mais aussi, alors on part à Chlef, donc l'association Intessal, donc c'est une association qui elle aussi nous a habitués, on a déjà fait un reportage avec l'association Intessal, c'était pour la fabrication de découfins, donc à partir de l'halfa, donc rappelle-moi l'halfa donc c'est une femme qui fait un travail extraordinaire. C'est la présidente de l'association Al-Intissal. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est carrément, elle se déplace chez des familles qui sont un petit peu en dehors de la ville. C'est des familles qui sont, ou bien le papa ou bien la maman qui sont obligés de rester chez eux parce qu'ils sont malades. Donc c'est ou bien des personnes qui sont en situation de handicap ou c'est carrément la maman qui est veuve. Donc c'est des femmes qui, chez elles, fabriquent leurs couffins. Et par la suite, Fatima Hamroun, elle va et elle fait carrément des expositions de sorte à vendre par la suite ces couffins. En fait, c'est très noble comme opération, surtout qu'aujourd'hui, il y a aussi un retour vers le couffin. Des couffins personnalisés, décorés, customisés. C'est plus les couffins finalement tout simples qu'on voyait auparavant. C'est ce qu'on appelle maintenant et que ça fera aussi surtout l'équilibre, ce qu'on appelle les équilibres de la société. C'est justement cette contribution entre la société civile, les opérateurs économiques et les institutions officielles. Et donc cette économie aussi circulaire, c'est la femme, elle reste chez elle, donc on respecte l'économie circulaire, c'est qu'on respecte l'aspect écolo, enfin environnemental, l'aspect social, mais aussi l'aspect économique. Donc la femme, elle est chez elle, donc on la dénature pas de son environnement, et on respecte surtout, c'est le fait de respecter son mode de vie. Donc il y a un aspect social qui est respecté, et il y a aussi donc l'écolo, donc on revient à l'halfa. On revient au couffin et puis surtout ça permet de faire gagner de l'argent à la bonne femme. Donc cette association, Inch'Allah, elle va faire carrément un festival du tapis. Donc ça va se faire à partir à Chlef, Inch'Allah. Donc ça sera à partir à Chlef, donc la maison d'artisanat de Chlef. Donc je vous encourage vivement à y aller. Ça va vous faire une petite balade en famille. Et ils proposent même carrément des formations en tapisserie. Donc on n'ira pas juste pour voir les tapis, parce qu'il faut savoir les tapis c'est avec le métier à tisser, vraiment la traditionnelle. Oui, avec des artisans qui viennent de toute l'Algérie, elle est assez imprégnée des artisans, donc elle a ramené beaucoup d'artisans qui seront présents et qui feront aussi des formations, mais pour aussi d'autres artisans. Donc c'est un rendez-vous absolument à ne pas rater. Ça va se passer le 21, Inch'Allah, à Chlef, du 21 au
au 25. Et puis ça c'est ce que font les associations et évidemment donc quand on fait ce genre d'initiative, quand c'est un festival comme ça, on accueille aussi des associations. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour les associations qui sont dans le domaine de l'artisanat et de la valorisation du patrimoine. Donc il y aura également une partie d'exposition pour justement les couffins personnalisés. Donc on aura pour tous les goûts. Et puis passons aux associations et aux domaines dans les technologies. Eh bien, il va y avoir le rendez-vous incontournable des technologies, c'est Algéria 2.0. Donc c'est pour sa 8e édition. Donc au fil des éditions, donc ils ont cumulé assez d'expérience de sorte à aujourd'hui vraiment répondre aux réels besoins. Ils ont trouvé vraiment le bon concept pour ce rendez-vous. Donc entre formations, entre conférenciers qui viennent vraiment d'un peu partout dans le monde, et aussi il y aura beaucoup de clubs et d'associations qui seront présentes sur place, donc et plus précisément des clubs estudiantins et aussi d'associations qui sont spécialisées dans tout ce qui est les TIC. Donc c'est un rendez-vous qui est ouvert pour tous et vraiment donc même si on se dit peut-être les mamans qui sont en train de nous regarder, mon enfant est peut-être un peu jeune pour tout ça, ben vraiment pas du tout. C'est à partir d'un âge très très bas qu'il faut justement initier les enfants il faut leur ouvrir justement de nouveaux domaines, il ne faut pas juste les laisser dans un seul domaine, juste entre la télé et sortir juste à l'extérieur, de découvrir de nouveaux mondes, exactement, de nouvelles passions. Et puis aussi, il faut savoir, un enfant, c'est quand il voit des personnes, des idoles, c'est à partir de là qu'il essaye de faire un petit peu ses repères. Donc c'est justement dans ce genre de rendez-vous qu'il faut profiter et prendre ses enfants dans ce genre de rendez-vous. Donc non, c'est leur monde, c'est leur époque. Et on ne peut pas finalement les dénaturer de leur événement, plutôt de leur époque. Il faut juste savoir gérer finalement les enfants. De nous adapter à cette génération qui évolue exactement. Très très rapidement. Donc ça va se passer au niveau du théâtre, au niveau de l'incubateur, non? Non, au niveau de excusez-moi, je perds mes mots. Au niveau à côté du ministère de la Culture, pardon. Palais de la Culture. Au niveau du palais de la culture Mouf des Akalia, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas, c'est un événement qui est ouvert pour tous et prendre ses enfants justement à cet événement-là, Inch'Allah. Voilà. C'est aussi par rapport aux vacances et aussi ne pas rater le festival justement du tapis à partir du 21 décembre, Inch'Allah. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu des bons plans, mais sinon, Kenza, il y a beaucoup d'associations aussi qui proposent des randonnées. Des randonnées, oui. Alors là, j'en ai parlé la semaine passée, je reviendrai encore parce que c'est un volet qui est extrêmement important. C'est vrai que là, en ce moment, il y a un rush énorme justement pour les randonnées, et je répéterai jamais assez que justement les randonnées, il faut que ça soit assez organisé. Et donc pour la semaine prochaine, on reviendra avec justement les rendez-vous, les bonnes randonnées à les faire, parce que voilà, une randonnée, ça s'organise. Une randonnée, c'est ça, il faut que ça respecte aussi l'environnement. Il faudrait vraiment que ça soit une randonnée engagée. Une randonnée effectivement engagée, parce que voilà, on a vu qu'il y avait c'est bien beau d'aller justement à des forêts et de faire découvrir les beaux paysages de notre beau pays, effectivement, mais il faudrait aussi que ça soit assez organisé, parce qu'on a vu beaucoup de dépassements des dépassements, que ce soit pour la population qui habite dans le lieu, dans la région en question, mais aussi par rapport aux autres habitants, les végétaux et les animaux qui sont par rapport aux randonneurs aussi, du moment, parfois c'est vrai que c'est leur première expérience, donc ils ne savent pas trop comment il y a aussi un autre point, c'est qu'il faudrait choisir la bonne association ou la bonne agence, parce qu'une bonne association, une bonne agence, c'est celle qui fait toutes les normes. Donc on parle d'autorisation d'aller sur place, on parle aussi d'assurance. Donc quand on voit une randonnée qui a un prix pas très élevé, il faut quand même se poser des questions. Voilà. Donc on va revenir à tout ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Kenza, pour tous ces bons plans. Jalil, merci beaucoup. Merci. Widad, Dia, merci beaucoup. On vous retrouvera probablement
avant la fin de l'émission. Donc, encore une fois, donc pour faire un tour sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais justement, dans un petit moment, on va retrouver le flash information en compagnie de Amina Zahouf, notre collègue de l'information, qui va donc nous parler de l'information phare et donc de l'actualité qui a primé hier, à savoir donc l'élection du président de la République Abdelmadjid Tebboune, ainsi que la conférence qu'il a entretenue hier. Mais juste avant cela, je vous propose cette chanson de Youssef Sultani, Hubbi Jazairi. On se retrouve juste après. الجزائر في دمي وبحبها يشدو فمي في القلب يسكن حبها وبحضنها أنا أرتمي حب الجزائر في دمي وبحبها يشدو فمي في القلب يسكن حبها وبحضنها أنا أرتمي هي روضنا هي نبضنا ولها المشاعر تنتمي هي أمنا هي حلمنا كل المنى أن تنعمي هي روضنا هي نبضنا ولها المشاعر تنتمي هي أمنا هي حلمنا كل المنى أن تنعمي أنا ابن جيل ثائر حر أبي أكرمي أروي لكم تاريخها أروي الزمان إذا ضمي وأنا حفيد شريعة غرى ودين قيم وأنا سليل حضارة سطعت بليل مظلم الجزائر آية بالسحر تفتن من رمي يسبي الخلائق حسنها وجمالها هو ملهم إن الجزائر آية بالسحر تفتن من رمي يسبي الخلائق حسنها وجمالها هو ملهم هي عهدنا هي مجدنا بحمى رباها نحتمي يا ربنا صن أرضنا من كل خطب مؤلم هي عهدنا هي مجدنا بحمى رباها نحتمي يا ربنا صن أرضنا من كل خطب مؤلم أنا من ثراها قد خلقت وأي خلق محكم
أحيا بها وأحب فيها أن توارى أعظمي فبها سجدت لخالقي وسلكت درب معلمي صلوا عليه وسلموا يا رب صلي وسلمي Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie et tout de suite le point information. Donc retour sur l'élection du 8e président de la République algérienne, à savoir Abdelmadjid Tebboune, ainsi que la conférence qu'il a entretenue hier en compagnie de Amina Zahouf. Amina, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous. Bienvenue. Présidentielle 2019, l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la une de l'actualité nationale. Le candidat indépendant a été élu avec près de 5 millions des voix exprimées, soit un score de 58,15% selon les résultats préliminaires dévoilés hier vendredi par l'autorité nationale indépendante des élections lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Le président élu, Abdelmadjid Tebboune, a invité les acteurs du mouvement populaire Hirak à un dialogue sérieux pour l'intérêt de l'Algérie tout en s'engageant à opérer une profonde réforme de la Constitution en associant les différents acteurs concernés. Le président élu a saisi cette occasion pour rendre hommage à l'armée nationale populaire et à son haut commandement, en particulier le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui ont géré la situation avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protection absolue du Hirak. Abdelmadjid Tebboune a rendu également hommage au chef de l'État Abdelkader Ben Salah ainsi qu'à l'autorité nationale indépendante des élections. Écoutez. Je voudrais d'abord saluer mes 4 compagnons avec lesquels j'ai eu l'honneur de faire partie de cet événement historique. Je leur souhaite beaucoup de succès dans leur parcours politique. Les élections sont finies, l'étape a été franchie. Il est aujourd'hui temps de commencer à travailler afin de tenir tous les engagements que j'ai énoncés durant la campagne électorale, sans aucune marginalisation ni exclusion. L'heure est à l'union, sans sentiment de vengeance, comme il est relayé par certaines parties. J'œuvrerai à ouvrir une nouvelle page pour l'Algérie, une nouvelle Algérie avec une nouvelle optique et une nouvelle méthodologie. À cette occasion, je tiens à remercier le peuple algérien, notamment les jeunes, qui m'ont ému par leur enthousiasme et la confiance qu'ils m'ont accordée. Je tiens à remercier également tous les acteurs de la société civile et les partis politiques, tout en renouvelant mon engagement aux jeunes à œuvrer, à tout faire pour les intégrer dans la vie politique et économique et leur permettre de prendre le flambeau. Je tiens à saluer également tous ceux qui ont voté pour un autre candidat et ceux qui se sont abstenus de voter tout en respectant leur opinion et leur opposition. Je tiens également à saluer les gens du Hirak, le mouvement populaire que j'ai toujours qualifié de béni et auquel je tends la main et que j'invite à un dialogue sérieux pour l'Algérie et uniquement pour l'Algérie. Ce mouvement populaire qui a permis l'émergence des mécanismes de dialogue et a permis la création de l'autorité nationale indépendante des élections, ce qui a permis à l'Algérie de se remettre sur les rails de la légitimité tout en la préservant ainsi de l'aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpiller le peuple algérien. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et à son haut commandement, en particulier le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui ont géré la situation avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protection absolue du Hirak. Je tiens à exprimer ma fierté
car après 10 mois de manifestations, aucune goutte de sang n'a été versée. Je tiens également à exprimer mon respect et ma considération envers le chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, et à le remercier pour tous les efforts qu'il a fournis, lui qui a consacré sa vie au service de ce pays. Je tiens également à rendre hommage au président de l'ANI, M. Mohamed Sharfi. Lors de son point de presse, Abdelmajid Tebboune a répondu à une question concernant la réaction du président français par rapport aux résultats du scrutin. Je vous propose de l'écouter. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هو حر يسوق البضاعة اللي يحب في بلاده وأنا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا بالشعب الجزائري. Et concernant la communauté à l'étranger, je vous propose d'écouter le président élu, Abdelmajid Tebboune. Tout à fait, je m'engage. Peut-être que certains vont dire qu'il n'est pas encore officiellement installé comme président. Mais je peux m'engager ne serait-ce que comme futur président. Moi je m'engage, chauffe le massarif, les frais de rapatriement des dépouilles de nos Algériens ne coûtent rien. C'est de la procédure et c'est de la bureaucratie. Je m'engage à créer un fonds spécial au niveau de la présidence de la République pour le rapatriement gratuit de tous les Algériens qui meurent à l'étranger. Né le 17 novembre 1945 à Mechria, Abdelmajid Tebboune est diplômé de l'École nationale d'administration dans la spécialité économie et finance. Il a occupé plusieurs hautes fonctions, plusieurs fois ministre, ancien chef du gouvernement à 74 ans. Il accède à la magistrature suprême. Son portrait est dressé par Mouna Nawel Hamoudi. Remportant 58,15% des suffrages, Abdelmajid Tebboune est élu nouveau président de la République. Ancien Premier ministre et plusieurs fois ministre et wali, Abdelmajid Tebboune est né le 17 novembre 1945 à Mechria, dans la wilaya de Naama. Diplômé de l'École nationale d'administration, il a occupé les postes de ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, ministre de la Culture, ministre des collectivités locales et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Avant sa nomination au poste de Premier ministre en mai 2017, il a assuré l'intérim du ministère du Commerce suite à l'absence prolongée pour maladie du défunt Barti Blaïeb. Il a occupé auparavant les postes de secrétaire général des wilayas de Djelfa, Adrar, Betnaïm, Sila et wali d'Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou. Abdelmajid Tebboune a brigué la magistrature suprême en tant que candidat indépendant. Il s'était engagé lors de la campagne électorale à tout entreprendre pour réaliser les attentes et les aspirations légitimes portées par le mouvement populaire, présentant 54 engagements pour l'instauration d'une nouvelle république. Le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, a salué lors d'une conférence de presse le rôle de tous ceux qui ont contribué à cette grande réalisation en faveur du peuple algérien et notamment l'armée nationale populaire et toutes les forces de sécurité, outre les partis signataires de la charte d'éthique des pratiques électorales et les membres de l'autorité nationale indépendante des élections. Et voici à présent en image les résultats des élections présidentielles du 12 décembre. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a annoncé vendredi les résultats préliminaires de l'élection présidentielle remportée par le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune avec 58,15% des suffrages exprimés parmi 5 candidats en lice et dont voici les premiers chiffres concernant ce scrutin tenu jeudi. Taux global de participation nationale et à l'étranger, 39,5%.
39,83%, taux de participation au niveau national 41,13%, voix remportée par chaque candidat, Majid Tebboune 58,15%, soit 4 945 116 voix, Abdelkader Bengrina 17,38%, soit 1 477 735 voix, Ali Benflis 10,55%, soit 896 934 voix, Azdine Mihoubi 7,26%, soit 617 753 voix, Abdelaziz Belaïd 6,66%, soit 566 088 voix. Alors, pour le nombre d'inscrits, l'ANI a donné ces chiffres, 24 474 161, nombre d'inscrits à l'étranger 914 308, nombre de voix exprimées 8 504 346, bulletins nuls 1 243 458, voix en litige 11 588, nombre de bureaux de vote 61 239 et enfin nombre de centres de vote 13 295. Abdelkader Bengrina a animé un point de presse au siège de campagne. Il a exprimé sa satisfaction des résultats préliminaires annoncés par l'ANI. Je vous propose de l'écouter. نشكر الشعب الجزائري الذي عرف كيف يحافظ على الجزائر بالاستجابة لنداء المخلصين تحت شعار جيش الشعب خاوة خاوة، حين خاض معنا معركة استعادة الشرعية الدستورية. أتقدم بالشكر للسلطة الوطنية المستقلة على حسن تفاعلها، وأتمنى أن توسع تواجدها على كل الهياكل الولائية والبلدية كي نضمن نزاهة في الاستحقاقات القادمة التي تعزز الشرعية. لقد دخلنا هذه الانتخابات خدمة لشعبنا وحماية لثوابته وحفاظا على وحدة وطننا وتصديا لمشاريع الوصاية الأجنبية. في هذا المقام أهني المتنافسين الأربعة على ما بذلوه من مصلحة الوطن. Au siège de campagne d'Ali Benflis, le candidat a déclaré devant la presse qu'aucun recours ne sera introduit devant l'ANI. Il a insisté sur le fait de remettre le flambeau à la nouvelle génération d'Algériens. Je vous propose de l'écouter. أشكر السلطة المستقلة على ما قامت به من مجهودات في إطار هذه الحملة الانتخابية، وأذكر كذلك وسائل الإعلام وأعلمها وأخبرها أننا لم نتقدم بأي طعن بمناسبة هذه الانتخابات الرئاسية، وما أريد أن أؤكد عنه هو بتأكيد وتوكيد استقرار الجزائر هو مبتغانا وهو هدفنا الأول، وهو ما ناضلت من أجله منذ أن دخلت المعترك السياسي. أتمنى في ظل الوضع السياسي الراهن أن يتم لم شمل كل الجزائريين والجزائريات في كنف جزائر واحدة، في كنف جزائر موحدة، في كنف جزائر مستقرة، في كنف جزائر هادئة ومطمئنة، محافظة على رسالة الشهيد. Azdine Mihoubi a quant à lui salué la victoire de son rival Abdelmajid Tebboune. Il a estimé que le taux de participation était acceptable au vu des circonstances de vote dans certaines wilayas et quelques bureaux à l'étranger. On l'écoute. المترشح الفائز السيد عبدالمجيد تبون، متمني له كل النجاح في مهامه الوطنية النبيلة وفي العمل على تحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وإنه لن يجد منا إلا الدعم والعون، لأننا كنا وما زلنا دائما في خدمة هذا الشعب وفي دعم مؤسساته. أتقدم بالشكر الجزيل أيضا
لكل من منحوني أصواتهم في خلال هذه الانتخابات ومكنوني من هذه الثقة التي ستشد من عزمي تقديم الشكر لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي أمنت كل الشروط التي جعلت المواطنين يقومون بواجبهم الانتخابي في أفضل الظروف. Depuis son siège de campagne, Abdelaziz Belaïd a félicité le candidat élu. Il a rappelé que l'Algérie avait besoin d'un changement imminent, tout en déplorant certains dépassements enregistrés lors de la campagne électorale. Je vous propose de l'écouter. أوجه تشكراتي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المجهودات المبذولة بالرغم من النقائص والتجاوزات التي شابت عملية الانتخابات، وأسدي شكري وتقديري لكل المترشحين متمنيا التوفيق للرئيس المنتخب انطلاقا من قناعتي أن الجزائر تحتاج الاستقرار، من قناعتي أن الجزائر تحتاج الاستقرار. لقد قررت اليوم أن لا أعلق على النتائج، أؤكد مرة أخرى على أنني سأواصل نضالي من أجل الجزائر الجديدة، جزائر الحريات والديمقراطية، الجزائر الحديثة بمؤسسات ذات قوة وديمومة، أي جزائر الأجيال القادمة، جزائر المستقبل. Et puis sachez que les résultats définitifs de ces élections seront annoncés par le Conseil constitutionnel durant la période qui s'étalera entre le 16 et le 25 décembre prochain selon le communiqué de l'autorité nationale indépendante des élections. Voilà Nour pour ce flash d'informations. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi pour un journal complet. Donc on vous retrouvera tout à l'heure pour plus ample information. Tout à fait. Merci beaucoup Amina. Alors on va retrouver nos amis Widadi artistes Djalil et Kenza dans un tout petit moment juste après ça. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Les filles m'ont rejoint, Widadi artistes et Kenza, bienvenue. Coucou, voilà. Alors donc on a beaucoup parlé aujourd'hui de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est bio. Donc on s'est arrêté à l'aloe vera. Donc l'aloe vera, c'est pas que pour les adultes, dit artiste. Non, ce n'est pas que pour les adultes. On peut également l'utiliser pour les enfants. Par contre, la contre-indication, on avait parlé au fait de la manière de consommer le jus d'aloe vera. Alors je voulais juste aussi préciser que d'abord il fallait faire très attention. Une consommation du jus d'aloe vera maximum 50 millilitres qu'on peut mélanger avec de l'eau ou du jus de fruits parce que c'est un laxatif. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent doivent l'éviter. On ne le donne pas aux enfants de moins de 12 ans. Mais par contre, on peut utiliser le gel d'aloe vera pour les petites irritations des fesses de bébé, par exemple, pour atténuer, etc. Oui. Voilà. Alors, que pensent les médecins, justement, de toutes ces pratiques ancestrales, j'ai envie de dire, naturelles, quand c'est de grand-mère? Non, au contraire, on encourage, tout ce qui est naturel. Tant que ce n'est pas nocif pour la santé, pourquoi pas? Au contraire,
on en bénéficie beaucoup de tout ce qui est naturel, aloe vera, toutes les alimentations qui nous apportent que du bien, au contraire. Donc ça c'est conseillé, voilà. Oui, ça se complète effectivement. Oui, ça fait partie déjà de notre hygiène de vie, de notre bien-être. Exactement. Voilà. Et puis c'est des compléments quand même. Oui, ça reste des compléments pour tout ce qui est médicamenteux aussi. Oui. Kenza, hier, donc je vais peut-être ouvrir notre page avec vous. Donc hier, lors de la conférence que le président donc a tenue, il a donc ouvert finalement une partie pour les jeunes, notamment pour la société civile. Exactement. Il a donné. Il a dit qu'il connaissait certaines organisations qui étaient bien encore beaucoup plus efficaces et plus puissantes que des partis politiques. Et d'ailleurs, ce genre d'association... Ça se ressent sur le terrain, finalement. Ça se ressent sur le terrain, et que ce genre d'organisation allait carrément avoir, enfin ce genre d'association allait carrément avoir le statut d'utilité publique tel que on le voit pour le Croissant Rouge qui a aussi cette utilité publique, et évidemment ceci va leur ouvrir beaucoup de portes. Quels sont les avantages justement que peuvent bénéficier la société civile aujourd'hui et puis les associations de manière générale? De manière générale, par exemple, allez, on ira vers une manière spécifique, c'est que par exemple pour quand il y a des associations humanitaires qui collaborent avec des Algériens qui sont à l'étranger et qui veulent ramener justement des dons. Si ce n'est pas à travers le Croissant Rouge, c'est pas possible justement de faire entrer ces dons-là. C'est parce que le Croissant Rouge a justement cette utilité, ce statut d'utilité. Cette légitimité, on va dire, finalement, de l'action. Voilà. Et puis aussi, c'est pour leur ouvrir c'est pas des opportunités, mais leur ouvrir les portes pour pouvoir travailler selon ce qui les régit. Parce qu'il faut savoir que l'association, par définition, ou la société civile de manière générale, c'est elle qui fait le lien entre le citoyen et les institutions officielles. Alors, il faut savoir que l'association, carrément, elle rentre carrément dans la maison du citoyen, donc elle est justement à l'écoute et vraiment en étroite écoute du besoin du citoyen. Donc que l'institution officielle travaille ce qu'on appelle maintenant, et d'ailleurs ce que je l'ai bien appris au niveau de la Fondation Nasl Khair, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est justement que le décideur collabore et puis il soit à l'écoute de la société civile pour qu'il y ait l'atteinte des objectifs à long terme, soit vraiment l'atteinte de ces objectifs, soit vraiment qu'on puisse atteindre ces objectifs, parce que justement il faut qu'il y ait cette collaboration. Il faut dire aussi que la société a tissé un contrat de confiance très étroit avec les associations. Effectivement. Quand on laisse nos enfants pour une association durant un après-midi, quand on laisse nos enfants s'engager dans des associations, quand on voit nos enfants qui se construisent dans une association, qui sont là et qui sont en train d'apprendre, ils sont en train d'évoluer, et surtout quand on voit, il y a beaucoup d'associations qui ont réussi quand même à se professionnaliser. Quand on voit notre enfant qui a commencé avec l'association à très bas âge, après il a évolué et par la suite il est carrément devenu un cadre de l'État, c'est effectivement... Et toujours membre de l'association finalement. Eh ben oui. Voilà, toujours membre. Vous avez déjà fait partie d'un mouvement associatif, non? Oui, et aussi de par mon expérience professionnelle où j'étais responsable des projets de développement durable et des actions caritatives. On a accompli pas mal de choses, notamment au sud. Voilà. Oui, d'être pour vous? Moi, quand j'étais étudiante en médecine, donc c'était l'association Biloba. C'est une association pour le don d'organes. D'accord. Oui. D'accord. Donc j'ai pas tardé, donc c'était juste. C'était une belle expérience. C'est une très belle expérience. Voilà, j'imagine. Merci beaucoup les filles d'avoir été parmi nous ce matin. Bon, petit dernier mot avant de se quitter. Je rappellerai le rendez-vous de Algérie 2.0 qui va se passer du 21 au 24 décembre, excusez-moi, au niveau du Palais de la Culture. Moufti Zakaria, ne ratez pas le rendez-vous, et puis surtout, on ira à Chlef. On ira à Chlef pour le festival du tapis. Moi, les coufins, ça me tente beaucoup. Festival du tapis de l'association L'Intisal, Inch'Allah. Merci, Widad. Merci. Alors, je dirais stop à l'asthme. Donc aujourd'hui, je voudrais dire ça. Voilà. Et puis, on en a parlé, donc on peut stopper l'asthme finalement. On peut le contrôler. Voilà. Merci beaucoup, Widad. Merci.
Moi, je vais vous inviter juste à profiter des bienfaits de cette plante millénaire qui est toujours disponible ces temps-ci sur les marchés. Voilà, alors confidence pour confidence, je vais l'essayer tout de suite, moi, sur les cheveux. Je vous donnerai le résultat la prochaine fois. Excellent. Merci beaucoup, donc, The Artist, d'avoir été parmi nous ce matin. Widad, merci beaucoup. Merci Kenza, merci beaucoup de nous avoir suivis en cette matinée. Je vous dis très agréable journée avec les programmes de Canal Algérie. Je vous retrouverai très bientôt, Inch'Allah. Et votre rendez-vous avec Bonjour d'Algérie donc, se renouvellera demain, encore une fois, à partir de 9h. Portez-vous bien. Ciao, ciao.